Roman La baigneuse de Brousse de Leila Hanoum, publié en 1883. Le sultan est au palais d'Alem-Dag. Les fenêtres, recouvertes d'épaisses tentures cramoisies, ne laissent percer au dehors qu'une lueur rougeâtre colorant les avenues du parc. La campagne, nue, montagneuse, ondule autour du palais. La nuit est claire, le ciel étoilé. La grande ours étincelle au-dessus de l'Europe qu'elle semble indiquer. Et dans cette vaste solitude asiatique, où le caprice d'un sultan blasé fit élever une somptueuse demeure, tout est silence. Dans la salle du festin, tout est joie. Les flambeaux, prodigués sur la nappe en toile de Russie, brodée d'or et de soie, font briller l'argenterie et la verrerie de Bohême. Les vins, aux nuances rouges ou dorées, coulent à longs flots dans les coupes de fin cristal. Les convives ont les joues animées et les yeux brillants. Le décorum rigide qui glace les dîners officiels a été banni avec l'eau claire. Sa Majesté permet qu'on rie, qu'on chante, qu'on brise son verre sur la nappe. Quoi qu'il soit 2 heures du matin, le souper n'est point encore achevé. Le pilaf, ce plat final de tout repas turc, n'a pas été apporté. En revanche, les tranches de pastèque rose ou jaune, les gelées de cédra semées de fruits confits, le kataïf, le halva, enfin, toutes les gourmandises orientales abondent sur les compotiers. « Allons, Faïd Bey, encore une chanson d'amour !» s'écria un jeune convive. « Si on est là de boire, on n'est jamais là d'aimer. Qu'en pense sa hôtesse ? » « Certes, la plus pure ivresse est celle de l'amour, répondit le sultan en tendant son verre à un aga. Pourquoi, hélas, ne durent-elles pas plus l'une que l'autre et apportent-elles toutes deux un profond dégoût après un si vif plaisir ? Oui, que ne peut-on être toujours gris et toujours amoureux, reprit le poète Faïd, en saisissant la cithare que lui remettait un arabe. Et rejetant en arrière son fez qui découvrit un front intelligent, exempt de rides et de tristes pensées, le jeune bey modula une ritournelle, tremblante comme ses doigts effilés, vague et délicieuse comme son regard noyé. Aux accords de la cithare, les convives cessèrent leur rire bruyant ou leur conversation joyeuse, et appuyant dans leurs mains leur tête avinée, écoutèrent assez attentivement l'improvisation de Faïd. Improvisation. Pourquoi donc, belle Gule, te nommer invincible quand tu n'as pas lutté, quand tu n'as pas souffert, quand les feux de l'amour te laissent insensible, quand le nectar des dieux ne te fut pas offert? Ignorant le danger, peux-tu vanter ta gloire? Ton regard ne s'est pas sous un autre abaissé. S'il n'est pas de combat, il n'est pas de victoire. Quel mérite as-tu donc, n'ayant rien repoussé? Si le bonheur te vient, paré de tous ses charmes, si tu te sens frémir au souffle des amours, avec leurs longs soupirs et leurs brûlantes larmes, pourra-t-on te nommer toujours invincible? Faïd n'avait pas achevé le dernier couplet qu'il fut assailli par 1000 exclamations. Quelle chanson as-tu imaginée? Quelle invraisemblance! Une belle musique pour des paroles insensées. Beau poète, tu n'es pas en veine ce soir. Une femme invincible, quelle histoire nous contes-tu là? Dit avec ironie le sultan. Existe-t-il parmi cette race si séduisante mais si faible un être capable de nous résister? Est-il au monde une femme qui me dédaigne? Il en est une, oui, sire, et je la connais, s'écria Faïd, touché au vif dans son orgueil d'improvisateur. Elle est belle, jeune, chaste, une hourie qui repousserait l'amour royal de votre majesté comme elle repousse le mien. Bah, tu es fou, dit l'officier Djellal Bey, un gracieux courtisan, fort bien vu des harems les plus nobles de Stamboul. Si ta belle te repousse, c'est qu'elle a un amoureux. Vertu conquise n'est plus à conquérir. Non,
Elle n'a point d'amant, point d'époux et refuse tous les hommages, s'écria le poète, plus enflammé que jamais. Il se pourrait donc, dit le sultan soucieux, qu'il exista dans mon empire une créature belle, jeune, douce, n'ayant au cœur nul amour et me dédaignant, moi, le sultan Abdul Medjid Khan. Sire, je vous en réponds, elle existe. Qui ne se laisserait tenter ni par l'appât des joyaux, ni par l'honneur d'une alliance inespérée, ni par mon amour? Elle repousserait votre majesté, fût-elle notre saint prophète en personne. Eh bien, si cela est vrai, Faïd, s'il existe une telle femme, dis-moi où elle est, je la veux. Et comme le poète ouvrait la bouche pour répondre, le sultan lui fit signe de se taire. Pas devant ces bavards, dit-il à demi-voix. Le sultan Abdul-Medjid avait 37 ans. Il était usé par l'amour, les boissons, par l'ennui, cette poussière qui ternit l'âme des princes orientaux. Il était beau, grand, mince, la barbe rare entourant sa figure hautaine, la bouche sensuelle, les traits corrects, le regard sévère. Fils d'une chrétienne, Abdul-Medjid joignait la grâce occidentale à la fière beauté de sa race tartare. Ayant le plus précieux des dons, le charme, il était aimé de ses courtisans, respecté de ses sujets, adoré de ses maîtresses. Il était blasé, ne désirant plus rien que l'oubli de sa vie inutile. Il noyait ses pensées dans sa coupe, s'endormait bercé par ses rêves. Marié à 14 ans, selon l'usage musulman avec la plus jolie fille du harem impérial, Abdul-Medjid avait tour à tour possédé les plus belles créatures d'Europe, d'Afrique, d'Asie. Chaque année, à la fête du Kandil Gedjesi, ou nuit des Lumières, la sultane validée doit renouveler ce mariage, apportant elle-même au kiosque de Top Hané une nouvelle esclave à son auguste fils. Il avait donc vu à ses pieds, tenus dans ses bras, les types les plus étranges, les plus charmants. La turque patricienne, blanche, potelée, de taille moyenne, avec de grands yeux bruns étoilés, des cheveux châtain clair, coupés courts au-dessus des oreilles, mais tombant derrière en longs flots jusqu'à la taille, de petites mains aux ongles teints de henné rouge. Une naïveté enfantine, qui est la pudeur des femmes orientales, un cœur aimant. Ne pouvant être épouse, elle prie Allah de la rendre mère. La circassienne, grande, svelte, les yeux en amande, élevée pour l'amour, ne connaissant pas d'autre loi, elle vit et meurt d'amour. La géorgienne, esclave comme sa sœur de Circassie, mais brune, sauvage, n'a au cœur qu'une ambition, plaire au maître. La smyrniote, belle de forme, gracieuse et perfide comme une chatte, elle joue avec l'amour et se joue de lui. La lépienne, languissante, timide, inspire tout l'amour dont elle est inspirée. La grecque, coquette, fine, sachant le pouvoir de ses grands yeux, elle vend cher son amour mais sait garder son cœur. L'arménienne, blanche, forte, féconde et passionnée, peuple sa maison d'enfants. Abdul-Medjid avait possédé toutes ces femmes. Toutes ses vies s'étaient brisées pour la sienne, et pourtant, son front était sombre. Il avait vidé la coupe du plaisir. Il avait été désaltéré. « Effendis, reprit Abdul-Medjid, en se levant de table, n'êtes-vous point d'avis que ces lumières nous aveuglent, que ces parfums nous font mal, que ce repas est interminable? Faïd Bey, toi qui es poète, continua le sultan s'adressant au jeune improvisateur, ne pourrais-tu nous enseigner une lumière plus douce, une harmonie plus belle que tout ce que l'on trouve en mon palais? Mais oui, sire. Faisant signe aux agas d'enlever les flambeaux et d'éloigner les musiciens, Faïd Bey ouvrit les fenêtres qui donnaient sur le balcon.
La chambre, devenue obscure, fut inondée par les rayons de la lune. Le sultan et ses courtisans suivirent le poète sur le balcon. « Voyez, sire !»« Et vous, Effendis » s'écria Faïd. « Y a-t-il rien de comparable à cette lumière divine qui miroite sur la terre? Y a-t-il rien de plus vif, de plus parfumé que cette brise du soir qui caresse notre front? Quelle mélodie turque ou arabe peut être comparée au chant timide du grillon? Quelle distraction plus saine que de chevaucher à travers cette belle campagne? Sire, votre palais est digne du sultan qui l'a fait bâtir. C'est une magnifique œuvre humaine. Mais la nature est plus splendide encore. Tu as raison, Faïd. La plus noble jouissance qu'il est donnée à l'homme d'éprouver sans remords et sans mesure, c'est la vue de cette terre splendide où Allah règne et où je gouverne. Abdul-Medjid, en disant ces mots, posa la main sur son fez, les effendis s'inclinèrent, et il reprit d'un ton allègre. Suivons le conseil de Faïd, Ansel, mais avis que rien n'est plus beau que de voir lever le soleil quand on est dans les bras d'une belle. Je vous rejoindrai chez Nadjé Hanoum à Tchamlidja. Chez Nadjé Hanoum, la marchande d'esclaves de votre majesté, dit Djelal Bey. L'heureuse idée que d'aller réveiller au milieu de leurs songes ces gentilles tourterelles et de mettre au 100 coups la maison de la vieille. Vite! Les chevaux, les séisses, il faut arriver avant le jour. Les courtisans se précipitèrent vers les écuries. Malgré les vins de France et d'Espagne qui troublaient leur tête, habitués à manier leurs chevaux fougueux, ils se tinrent fermes en selle et disparurent sur la route dans la direction de Tchamlidja. Le sultan, accoudé au balcon entre l'officier Djelal et le poète Faïd, les deux favoris du moment, regarda partir ses convives, écouta le bruit des chevaux, puis, se tournant vers Faïd Bey, lui dit avec un sourire pâle, qui ne quittait jamais ses lèvres dédaigneuses, « À notre tour, partons. Conduis-moi chez ton invincible. Oublions que je suis le sultan. » Chapitre 2. La demeure d'Hadji Rechid Mollah retentissait d'un bruit de sanglots. Quoique l'on fût au mois d'avril, le soleil restait caché sous les nuages, dont la triste nuance pouvait servir de reflet à l'âme désolée d'Azibeh, la nièce du vieux Mollah. La pauvre enfant s'était retirée dans la chambre la plus isolée. À travers le grillage usé de la fenêtre, elle entrevoyait l'allée venue des amis voisins qui venaient au Selamlik pour tâcher de consoler Rechid de la perte cruelle qu'il venait d'éprouver. Tout à coup, et avant que la jeune fille ait eu le temps ou le courage de s'éloigner, des mollahs sortirent de la maison, précédant le cercueil de Tioufik, que des amis se disputaient l'honneur de porter tour à tour sur leurs épaules. Un châle recouvrait la bière, le fez du mort ballottait à la place de sa tête chérie. En voyant passer ce cortège, Azibeh se sentit devenir folle de douleur. Elle jeta un cri déchirant. « Adieu, Tioufik, cria-t-elle, mon cousin, mon fiancé. Voilà que tu m'abandonnes dans les sentiers de cette vie, toi qui avais promis de m'aider à les traverser. Quelle destinée barbare nous sépare. » Accablée, la jeune fille retomba sur le sofa. Azibeh Hanoum, nièce de Hadji Rechid Mollah, et la fiancée du fils qu'il venait de perdre, était une belle personne de 20 ans. Sa taille svelte, l'abondance de ses cheveux blonds cendrés, le feu de ses grands yeux noirs en auraient fait une adorable créature si une impression de tristesse n'eût assombri ses traits. C'était une splendide statue, mais non une gracieuse fille dont on aime à contempler la jeunesse, le sourire épanoui, le regard assuré. Azibeh était déjà blessée par la douleur. Sa taille s'affaissait.
Sa bouche ne souriait qu'avec effort. Son front, si uni, se plissait involontairement. Le chagrin, lorsqu'il s'abat sur une nature jeune, la marque sans pitié. Azibet ressemblait à une rose voilée d'un crêpe noir. Orpheline dès son plus jeune âge, elle avait ignoré les tendresses qui découlent d'un cœur maternel, inondant d'une eau rosée bénie le jeune arbrisseau. Elle avait vécu au milieu d'esclaves ignorantes, brusques, près de son oncle, vieillard instruit, rempli d'expérience. De ce contraste d'éducation était née une fille sensée, peu expansive, adorant l'étude et gouvernant à merveille le harem. Trop sérieuse pour écouter le babil folâtre des esclaves ou se laisser influencer par leurs superstitions, elle préférait se glisser auprès du sofa de Méchid Mollah et sous prétexte d'allumer son narguilé et de servir le café, restait au Selamlik, où l'on parlait cependant de choses sérieuses et arides. Elle entendait les graves mollahs juger les femmes comme des êtres gâtés, mal élevés, exigeants, n'ayant point d'âme, incapables de posséder l'estime d'un musulman. Née pour plaire, et plaire peu de temps, la femme orientale brille et meurt comme une fleur. On ne daigne point enregistrer sa naissance. On ne grave pas son nom sur la pierre du tombeau. Une plante brisée, une rose effeuillée, est la seule épitaphe qu'on lui accorde. L'homme ne considère point la femme qu'il enfante comme son égale devant Dieu, mais comme son berceau fragile, où se berce son amour, où s'endort sa vieillesse. Azibet avait été élevée avec les 2 fils du mollah par cette étrange coutume qui fait jouir la petite fille musulmane de tous les privilèges qui lui seront enlevés plus tard. Montant à cheval, allant en barque, à la promenade, confiée à des domestiques mâles et vêtue la plupart du temps en garçon. Les filles turques prennent le voile en pleine liberté, liberté trop exagérée pour la vie de contrainte et d'esclavage qu'elles doivent subir sans transition. Hier, elles étaient au Selamlik, mangeant, sortant avec les hommes. Demain, elles seront enfermées au harem, sans oser parler ni montrer leur visage aux amis de la veille. Réchid Mollah avait 2 fils, je l'ai dit, Djellal et Tefik Bey. L'aîné, fou et débauché, quitta de bonne heure le Tekke, où il étudiait pour devenir derviche, et s'enrôla comme simple soldat malgré les supplications de son vieux père. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette époque, le mollah ignorait ce qu'était devenu Djellal Bey. Le second fils de Réchid, Tefik Bey, l'espoir et l'amour de son père, qui montrait l'exemple de toutes les vertus, venait de mourir à peine âgé de 20 ans. Délicat de santé, acharné à l'étude, il s'était éteint, semblable à ces beaux fruits qui tombent des arbres, alors que leur belle couleur faisait concevoir les plus douces espérances. Azibet, fiancé d'abord à son cousin Djellal, puis ensuite à Tefik, n'avait peut-être pas pour lui cette tendresse passionnée qu'on attend d'une épouse. Elle l'estimait, le trouvait sans défaut, espérait que l'estime et l'affection pourraient remplacer l'amour, amour qu'elle avait ressenti pour Djellal et qui s'était envolé avec lui. La jeune fille, venant de jeter un dernier adieu à son fiancé, restait absorbée sur le sofa, le regard atone, lorsque le bruit d'un pas lourd, le pas d'un vieillard, vint la réveiller de sa torpeur. Réchid Mollah entra dans la chambre. Azibet se leva, étonné à la vue de la sérénité qui régnait sur les traits de cet homme. Sa belle barbe blanche, aussi blanche que le turban, entourait un visage maigre, où les rides se creusaient, trace irrécusable de larmes taries, laissant après elle un long sillage, que chaque pleur rend plus profond, que chaque année rend plus visible. Le mollah s'assit sur le sofa sans dire mot, et entourant ses jambes accroupies d'un pan de son grand manteau doublé de fourrure, il prit sa longue pipe éteinte.
Azibé fit un mouvement pour appeler une esclave, afin qu'elle apportât du feu, mais Réchid l'arrêta du geste. La jeune fille ne peut retenir un sanglot qui l'ébranla tout entière. Elle vint s'incliner sur le tapis, laissant tomber son front sur les genoux de son oncle. « Azibé, dit le vieillard, Allah me pardonne. Je me sens ému en voyant votre douleur, moi qui suis fortifié dans la mienne. Si un chagrin afflige un vieillard, il a du courage pour le supporter, ayant déjà ressenti tous les coups de la mortalité. Mais n'est-il pas plus affreux quand il accable une jeune âme pour laquelle tout doit être joie? Qui se plaint de la pluie en décembre, comme elle attriste au printemps? Ne croyez pas cela, Effendi, répondit Azibé, que les paroles du mollah semblaient avoir calmé. La jeunesse a plus de force pour supporter les épreuves. Le vent ne courbe pas cette fleur vermeille. Du reste, ne sommes-nous pas, roses éphémères, nés pour mourir? Chaque jour ne doit-il pas emporter un peu de nous-mêmes dans le tourbillon de la douleur? Je ne plains pas mon sort, Effendi, je plains ma faiblesse. Qu'ils sont loin de moi, ces exemples de femmes héroïques qui acceptaient avec un sourire tous les tourments qui déchiraient leur cœur. Vous êtes une courageuse musulmane, et Allah sait que mon seul bonheur sur terre eût été de vous voir heureuse, reprit le mollah en soupirant. Hélas, ce fils que j'avais élevé dans le but de soutenir votre fragile existence, comme le cèdre soutient et abrite le lierre, nous quitte, sans retourner la tête, pareil à l'hirondelle frileuse. J'avais 2 fils, c'étaient les 2 ailes qui soutenaient ma vie, je les ai perdus. Maintenant il ne me reste plus que vous. Qu'Allah prolonge encore le crépuscule de mes jours, et j'espère accomplir ma tâche, trouver une main digne de la vôtre. Non, ne détournez pas votre tête rebelle à mes vœux, il faudra vous marier. Ne me parlez pas ainsi, Effendi, dans une telle journée. Le mot mariage m'effraie et me trouble. Laissez mes larmes emporter mes regrets, et alors je vous dirai peut-être, espérez mon oncle. Allah a tout pouvoir, c'est lui qui guide notre destinée. Car moi, votre enfant, j'ai juré aussi de faire naître encore une joie dans votre âme. Non par mon alliance avec un inconnu. Azibé s'arrêta. L'animation brûlait ses joues, et ses yeux avaient une expression exaltée qu'on aurait cru impossible sur ce froid visage. Le mollah la regarda étonné. Se levant, il posa sa main sur la tête de la jeune fille. « L'homme a ses projets qu'il forme, dit-il. Allah a des anges qui accomplissent les siens. Vous êtes un d'entre eux, mon enfant. Je ne comprends rien à votre langage, mais j'y crois. D'une bouche aussi pure, il ne peut sortir que des avis célestes. » Et le vieillard laissa Azibé de nouveau seul dans la grande chambre. Chapitre 3. Le muezzin, du haut du minaret voisin, jetait la prière, et cet appel monotone arrivait comme un hymne consolant jusqu'à la jeune fille qui s'accouda à la fenêtre. La rue était solitaire. Un terrain dévasté par un incendie récent faisait seul face au Konak, laissant à découvert l'horizon argenté de la Marmara, mer si unie et si calme que les Turcs l'ont appelée mer Blanche. Cette étendue immense, ondulant à peine en flots neigeux, où apparaissaient çà et là quelques navires, fixa les yeux d'Azibé, et dans son imagination orientale, si prompte à traduire ses impressions dans un langage poétique, elle compara la mer à un amas de larmes, inondant les 3/4 du globe. Triste pensée que la mort d'un être aimé fait germer dans nos cœurs. En cet instant, Azibé, immobile, enveloppée dans les plis de sa longue entarée, aurait pu, à son tour, être justement comparée à une tourterelle restée au bord du nid. Soudain, elle tressaillit. Elle avait entrevu la silhouette d'un jeune homme qui s'avançait. Sa démarche était précipitée, sa tête s'inclinait, accablée par un chagrin secret. Arrivé sous la fenêtre, voilé d'un épais grillage derrière lequel se tenait Azibé, le jeune homme s'arrêta. Voyant l'indécision du passant,
Azibée se hasarda à soulever le grillage. « Êtes-vous celui qu'on attend » murmura-t-elle. Pour toute réponse, le jeune homme rejeta le capuchon de son cafetan, découvrant une tête brune. Puis, levant ses yeux noirs vers la jeune fille, « Vous ne me reconnaissez donc plus, ma cousine » dit-il. « Faut-il que mon père ait fait germer la haine jusque dans votre cœur ? Et qui vous dit, Bey Effendi, que mon affection soit détruite ? Mes démarches, celles de votre pauvre frère, ne prouvent-elles pas combien nous nous intéressions à vous ? Au nom du ciel, Effendi, remettez ce capuchon. Si le mollah vous voyait, tout serait perdu. » Le jeune homme obéit. « Ne serait-il pas plus simple, dit-il, de m'ouvrir cette porte et de me recevoir à la place de Théfik que j'ai porté aujourd'hui jusqu'à sa tombe ? Oui, j'aurais, surtout en ce triste jour, une douce joie à baiser la barbe de mon vénéré père. Je lui demanderai pardon. Qu'en dites-vous ? Laissez-moi entrer, m'humilier devant lui. Je saurai attendrir son cœur. Avez-vous oublié que vous êtes maudit par le mollah et le temps qu'il faudra pour fléchir sa rigueur ? Votre frère et moi avons échoué plusieurs fois. Que vous étiez bon, murmura le jeune homme. Ah, vous croyez ? Reprit Azibée avec animation, et avançant son visage plus près de son cousin pour mieux se faire entendre, sans songer à la beauté de son apparition. Vous croyez, Bey Effendi, qu'un enfant peut impunément quitter ses parents qui l'implorent, abandonner le chemin qu'on lui a tracé, pour courir dans les régions de la folie, et ne trouver quand il revient, frappé à sa demeure, là du monde, désillusionné, qu'un accueil affectueux et un pardon complet ? Un jour de soleil ne peut sécher un terrain trempé. Il faut mériter un pardon. Votre place ne peut exister au foyer de famille si vous n'avez pas conquis d'abord l'estime de votre père. Vous êtes devenu bien sévère pour moi. Et vous, Djellal, vous avez été bien cruel. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit, reprit la jeune fille, craignant, sans doute, de faire allusion à un passé douloureux. Ayez toujours du courage, changez de vie. Le grillage s'était abaissé. Le jeune bey fit un pas pour se retirer. Adieu, ma cousine, dit-il, avec une nuance de tendresse. Adieu. Qu'Allah récompense vos efforts et les miens, et fasse réussir mes vœux que je crois impossibles. Impossible n'existe plus quand vous avez nommé Allah. Au revoir, Djellal Bey, que le devoir vous guide. Cette fois, le jeune homme salua silencieusement, continua sa route, non sans se retourner pour entrevoir le toit paternel. Il suivit le quartier aux rues étroites, mal pavées, qui longe l'Alélie Jami. Arrivé devant la mosquée, la belle mosquée de l'Alélie, avec ses 4 minarets plantés fièrement, et sa large cour où fument, assis au pied des hauts platanes, les mollahs de service qui attendent l'heure de la prière en jouant au tric-trac, Djellal Bey s'arrêta. Il venait d'apercevoir, causant avec un softa, un jeune homme, élégamment vêtu, recouvrant sa sévère tunique ottomane. « Faïd Bey » appela-t-il. Le jeune homme se retourna. C'était bien le chanteur blond, le poète favori du sultan. En reconnaissant Djellal Bey à demi caché sous son cafetan, le poète quitta son interlocuteur et se dirigea vers l'officier. « Enfin, dit-il, en frappant joyeusement sur son épaule, vous voilà revenu de votre mystérieux rendez-vous, pâle et les yeux battus de circonstance. Cher Djellal, quel heureux conquérant vous faites. Mais Djellal, au lieu de sourire aux paroles légères, porta la main sur ses paupières afin d'en refouler les larmes. Faïd vit le mouvement de l'officier, son air accablé, et quittant le ton de la plaisanterie lui demanda « Qu'avez-vous, cher Bey ? Est-ce le chagrin qui vous rend si abattu, vous le plus gai des courtisans ? Je sais qu'il est malséant pour un homme de parler de ses tristesses, répondit Djellal, mais moi, que vous appelez le vaillant conquérant des belles, le beau conteur d'histoires amoureuses et l'intrépide buveur de vin de France,
Je suis lâche devant la douleur, vous le voyez. Je pleure comme une femme. Auriez-vous perdu quelqu'un de vos parents? Hasarda Faïd. Au moment où nous allions accompagner hier soir, ou plutôt cette nuit, Sa Majesté, commença Djellal à voix basse, vous savez qu'on est venu me chercher mystérieusement. Je pensais comme vous à quelque rendez-vous amoureux, hélas. C'était un bien triste réveil de mes folies. Mon frère, l'unique soutien de mon vieux père, le fiancé de ma pauvre cousine, venait de mourir. C'était à son enterrement que je devais aller, sans avoir le droit de me faire voir, attendant dans la rue comme un indifférent le passage du convoi. J'ai porté la bière de Théfik jusqu'au cimetière. Quelle cruelle réalité vient éteindre nos joies. Hier, j'étais insouciant. Je ne songeais même plus que j'étais maudit, que je n'avais point droit au bonheur. Aujourd'hui, je vois qu'une route nouvelle m'est tracée. Il me faut répondre au dévouement d'une chère âme qui veut me réconcilier avec mon père, et je l'ai juré sur la tombe de mon frère, je le remplacerai auprès d'elle et auprès de lui. Que comptez-vous donc faire? Demanda Faïd Bey, qui au milieu de ce discours incohérent ne pouvait saisir l'intention du jeune officier. Ce que je veux, Faïd, c'est quitter la cour, l'armée, et vivre désormais pour la famille que j'avais abandonnée. Y pensez-vous, Djellal, lorsque vous êtes un des favoris de Sa Majesté, le compagnon de ses bonnes fortunes, le courtisan le plus aimé, le plus adulé, vous iriez renoncer à toutes ces joies et à toutes ces ambitions? Ne cherchez pas à me détourner de mon projet, dit Djellal. Le devoir que j'ai si longtemps méconnu doit passer désormais avant mes intérêts. C'est vous, Faïd, qui présenterez ma démission à Sa Majesté. C'est sur votre amitié que je compte, pour me débarrasser des opportuns qui voudraient savoir ce que je suis devenu. Je suis mort pour mon passé, mais maintenant seulement, je commence à vivre pour l'avenir. Djellal Bey était sérieux, malgré le son de sa voix un peu tremblante. Le poète comprit que les grandes douleurs, comme les grandes joies, peuvent opérer des phénomènes, et s'inclinant vers son ami, « Je me mets tout à votre service, dit-il. Si l'amour est un beau poème, le devoir est encore la plus belle page de prose qu'on puisse écrire dans sa vie. » L'entretien des deux jeunes gens fut interrompu par le chant de la dernière prière. Des groupes de fidèles se rendaient à la mosquée, et parmi eux, Djellal Bey reconnut son père. Rechid Mollah s'avançait le front haut, le regard serein, entouré d'amis. « Adieu, termina l'officier en serrant la main de Faïd. Le premier pas que je vais faire dans le bien, ce sera de marcher sur les traces de ce vénérable vieillard, et de confondre mes prières aux siennes quand il va glorifier Allah. » Et s'enveloppant plus étroitement dans son cafetan, Djellal Bey suivit son père, qui gravissait les marches. Chapitre 4. Ainsi que l'avait dit Faïd Bey, la partie avait été remise. Abdul Medji, qui ne désirait presque jamais rien et voulait encore moins paraître désirer quelque chose, avait été rejoindre ses courtisans chez la vieille Nadjé, tandis que Djellal Bey partait en toute hâte pour Stamboul, où l'appelait un billet pressant plein de promesses laconiques qu'on pouvait interpréter de 1000 façons. « Effendi » était-il écrit, « quelqu'un qui vous aime se meurt loin de vous. Une amie vous attend avec impatience. Si vous avez au cœur le culte du souvenir, vous quitterez tout et vous viendrez. » Le message était écrit par une main de femme, une écriture un peu troublée par l'émotion, mais d'une orthographe assez correcte pour faire pressentir un Hanoum. Les femmes turques qui savent écrire correctement pouvant se compter à Stamboul, Djellal Bey ne douta pas un instant que cette lettre ne vint de quelque noble musulmane. Au bas du message, parfumé aux sandales, on lisait ces mots, post-scriptum important, « À la mosquée de l'Alélie, Djami, demain matin, 8 heures. » C'était un rendez-vous bien matinal. Mais en galant coureur d'aventure, notre officier savait qu'on ne choisit pas ses heures, surtout en Orient, et fit diligence pour arriver de bon matin à Stamboul. 3 chevaux sellés,
3 montures arabes à la tête fière, à la crinière soyeuse, attendaient au bas du perron, tenus en laisse par des séisses. Abdul-Medji monta le premier à cheval, s'enveloppant d'une chaude pelisse, puis Faïd Bey sauta en selle pour rejoindre sa majesté, dont la monture partait déjà au galop. Djellal Bey se joignit bientôt aux 2 jeunes gens qui l'accompagnaient jusqu'à Chamlidja, ce chemin étant le plus court pour arriver à Scutari. Les cavaliers galopaient. La route répercutait le bruit des sabots et leur galop rapide, léger, qui convient à des bêtes de race. Les touffes d'arbres qui bordaient le chemin devenaient de plus en plus distancées à mesure qu'on s'éloignait d'Alemdag. Le terrain inculte de l'Anatolie, terrain fertile qui dort dans sa robe brune, s'étendait en plaine immense. Çà et là, quelques groupes d'arbres maigres croissaient. Pendant 1 heure, les jeunes gens voyagèrent de la sorte, se disant à peine quelques paroles. Peu à peu, l'aspect de la campagne changea. Une herbe rare verdissait une petite colline que l'on dut gravir plus lentement. Les fougères remplacèrent bientôt la mousse, des sapins sombres, puis de hauts platanes, quelques têtes de maïs que le vent avait semées là, un ruisseau roulant avec un bruit argentin annonçait la végétation. Les ondes de la plaine s'étaient élevées en hautes vagues et devenaient des collines, dessinant des vallées entre lesquelles s'abritaient quelques villages. Enfin, un véritable bois de grands arbres borda l'horizon. On était à Chamlidja. Arrivés au sommet, les 3 cavaliers arrêtèrent un moment leur monture pour jeter un coup d'œil sur le splendide tableau étalé à leurs yeux. L'aurore naissait, son léger voile couvrait le ciel, éclipsant les étoiles. L'Europe, éclairée d'un vague reflet, semblait naître. Stamboul, qui faisait face, ces villages du Bosphore, tout cela se perdait dans une brume que perçait vainement le créneau d'une tour. La Marmara était blanche, tachée de noir par les îles de Principe d'Antigone et de Halki qu'on entrevoyait à gauche. Du côté opposé, les rives de Roumélie et d'Anatolie semblaient se rejoindre autour d'un grand lac. Puis, au bas de la colline de Chamlidja, encore plongée dans l'ombre, les villes de Scutari et de Kadikei et la forêt noire de cyprès qui les sépare restaient endormies. Nul bruit ne s'élevait. L'Orient ignore le mouvement de la nuit qui tourmente les grandes villes civilisées. À 3 heures du matin, tout le monde sommeille. On n'est point pressé de vivre. On n'abrège point ses nuits. Le sultan et ses officiers, malgré la lueur matinale, continuèrent leur chemin sans rencontrer une âme. La maison de Nadjé, la marchande d'esclaves, isolée au milieu d'un grand jardin, était seule éclairée. Djellal Bey prit là congé de ses compagnons et continua vers Scutari. Il dut réveiller un caïdji grec qui dormait dans son embarcation à l'exemple de ses condisciples, le caïdji n'ayant souvent d'autres lits que son caïque, ni d'autre habitation, et laissa son cheval en garde au mollah de service. Batelier, mollah trouvèrent le moyen de maugréer contre ce nouveau réveil matin et ne se calmèrent qu'à la vue d'une pièce d'argent que Djellal Bey glissa dans la main. Djellal Bey aborda au quai de Yenikapou comme 6 heures sonnaient à l'arsenal. Il avait encore 2 heures devant lui pour réparer le désordre de sa toilette. Il monta jusqu'à Yenikapou, où il possédait un élégant pied-à-terre. Ses domestiques, habitués à le voir rentrer à toute heure, ne furent pas surpris de son arrivée. Djellal Bey s'étendit sur un sofa, un nègre lui frictionna les membres avec une épaisse flanelle, on lui servit du café, on l'habilla comme un enfant. Il passa son visage et ses mains à l'eau, et après s'être enveloppé dans un cafetan,
il se dirigea à pied vers l'Elali Jami aussi frais que s'il avait dormi toute la nuit. Jamais Djellal Bey ne s'était senti d'aussi belle humeur. La chevauchée avait rasséréné son esprit, n'y laissant qu'une douce quiétude. Jamais l'officier n'était allé à un rendez-vous avec une si parfaite sérénité, et tout en marchant il se faisait en lui-même le suivant monologue. Sera-t-elle belle au moins, mon amoureuse? Bah, elle doit être jeune. Sans cela, j'aurais reçu avec son message une bague en brillant ou une épingle en perles. Nos Hanoum ne se font point illusion et payent d'avance un plaisir qui nous coûterait quelque hésitation. Ma charmante messagère me parle de souvenirs. Cela veut dire que nous nous connaissons déjà. Quelque idylle interrompue par l'arrivée d'un mari. Voyons quelles sont les femmes égarées sur les plages de l'infidélité que je retrouverai avec plaisir, continuait le jeune homme. Il y a d'abord Mélia Hanoum, cette gentille petite Mélia qui m'aimait tant que j'aurais peut-être eu la faiblesse d'épouser si son mari avait consenti au divorce. Mais il l'a emmenée à Salonique. Pauvre colombe, arrive-t-elle pour retrouver son Colombo? Ou bien c'est peut-être cette brune et folle Néphissé qui revient vers moi pour la 10e fois? Oh, si c'était la timide Aziz Hanoum que j'avais abandonnée parce qu'elle ne voulait pas abandonner ses scrupules. Je lui avais dit de choisir entre eux et moi. La pauvrette a été choquée de ma brusquerie. Elle aimait encore trop son mari, décidément. Je voudrais bien que ce soit elle. Et tout en montant la rue de Yénit-Charchi, le jeune officier se rappelait cette singulière morale. Aimer, c'est préférer. Préférer, c'est choisir. L'infidélité, suivie d'un prompt retour, vaut mieux que fidèle amour. 8h moins le quart sonnait à la mosquée de l'Aleli Jami, 1h à la turque, lorsque Djellal Bey en franchit la grille. À cette heure matinale, la cour était presque déserte. Les arbres servent de rempart à la curiosité des passants, et dans cette allée qui encadre la grande cour, plus d'un rendez-vous s'est parfois échangé. L'amour profane, abrité par l'amour divin, c'est un de ces contrastes qui n'existent pas seulement en Orient. Le temps était à l'orage, le soleil dardait ses rayons, voilé parfois par de gros nuages gris, tachant l'azur du ciel. Djellal Bey entr'ouvrit son cafetan, attendant se promenant l'arrivée de sa conquête. Mais les femmes turques qui entraient à la mosquée n'étaient ni jeunes ni élégantes. Des ferragés usés, des sandales déchirées, des tournures sexagénaires passaient auprès de l'officier, visiblement impatienté. Tout à coup, le rideau de Perse qui couvre la porte de l'Aleli Jami s'ouvrit pour livrer passage à quelques mollahs. L'un d'eux se dirigea vers Djellal. « Êtes-vous celui qu'on attend ?» lui dit-il. « En vérité, Mollah Effendi, si j'attends quelqu'un, ce n'est pas vous, » répondit l'officier blessé de cette apostrophe. « N'avez-vous point reçu un billet? Si fait. Alors vous êtes Djellal Bey, fils de Rechid Mollah? Sans aucun doute. Mais pourquoi toutes ces questions? Veuillez me suivre, Bey Effendi, continua le Mollah. Vous allez bientôt savoir la vérité. » L'accent grave et triste avec lequel le prêtre musulman prononça ces paroles, l'air de commisération avec lequel il regarda Djellal impressionnèrent celui-ci. Sa joie s'évanouit, et comme un homme réveillé en sursaut, il demanda où l'on voulait l'emmener. « Au konak de Rechid Mollah, lui fut-il répondu. Il est arrivé un grand malheur. »« Mon père? Mon frère? Ma cousine ?» interrogea anxieusement Djellal en suivant les prêtres. « Votre père est un courageux musulman. Il saura supporter dignement la douleur qu'Allah lui envoie. Votre cousine, Azibeh Hanoum, est tout aussi résignée.
Alors, mon frère Tefik est mort? S'écria Djellal avec explosion. Hier, à cette heure-ci ou à peu près, oui, Effendi. L'officier qui marchait à côté du mollah s'arrêta interdit, rivé à la place où il venait d'apprendre la perte de son frère. Est-ce possible? Tefik, si jeune. Les belles âmes doivent orner les jardins du paradis, ne le savez-vous pas, Bey Effendi? L'impassibilité de ces gens religieux, habitués à envisager la mort, acheva de blesser le cœur de Djellal. Appuyant sa main sur ses yeux, il fondit en pleurs. Djellal était de ces âmes qui s'abîment dans une douleur profonde, oubliée peut-être le lendemain, car rien accable. Heureuse nature peut-être que ces natures de sable, où rien de durable ne se grave, qui ne se brise point sous les coups redoublés du destin. Nos lecteurs savent maintenant comment le brillant officier, venu pour un rendez-vous, avait à jamais rompu avec la vie aventureuse, afin de mériter le pardon de son père, l'affection de sa cousine Azibée, et nous les prierons de nous suivre à la brousse 15 jours après ces événements, au palais de S.M., le sultan, qui était arrivé depuis une semaine pour prendre les eaux. Chapitre 5. Brousse, l'ancienne capitale de l'Empire ottoman, 2 fois brûlée, est devenue une simple petite ville où les nobles osmanlis viennent passer le mois de mai. Ces sources font des miracles, et bon nombre de paralytiques en sont revenus guéris. De là l'affluence de baigneurs. C'est du reste une ravissante cité orientale, nichée sur les flancs du mont Olympe, dont le front couvert de neige, comme il convient à un noble ancêtre, l'abrite de toute sa hauteur. Rien de plus pittoresque que les environs de Brousse. Collines agrestes, monts escarpés, torrents impétueux, roches aiguës rappelleraient la Suisse, si un ciel bleu ne jetait ses rayons souverains qui brillent en 1000 facettes sur cette terre d'Asie. C'est la nature la plus belle, un coin de paradis, le berceau des dieux. Si les hommes ont arraché à plusieurs reprises sa ceinture de château fort, ils n'ont pu en revanche lui enlever sa beauté. Brousse ne règne plus comme ville, elle règne comme déesse. On va là pour l'implorer. Elle guérit et laisse dans le cœur un souvenir ineffaçable. Abdul Medji allait à Brousse chaque année. Il y allait seul, presque sans escorte, sans son harem, pour se soigner, ne point songer pendant 20 jours qu'il était le premier de son royaume. Le grand vizir avait ordre de ne le point troubler par aucune dépêche. Le Kiz Agassi ne devait même pas lui parler de ses femmes. Il recevait seulement les messages de la validée sultane. De toutes les années de son règne, Abdul Medji passait les plus beaux jours à Brousse, ce qui démontrerait que l'homme le plus heureux éprouve parfois comme l'homme le plus malheureux le besoin d'oublier. La demeure du sultan ne méritait véritablement pas le nom pompeux de sérail que les habitants de Brousse se plaisaient à lui donner. C'était un grand bâtiment carré, au toit plat, aux fenêtres nombreuses, voilées de légers treillis, une cour dallée de porcelaine, plantée de sycomores, ornée d'une fontaine, occupait le centre de la maison impériale. Un vaste jardin l'entourait en l'isolant de la ville, mais ce qui faisait le prix de ce vieux konak turc, remis à neuf pour loger le sultan, c'était la position unique qu'il occupait. Promontoire élevé comme une île de verdure au milieu des accidents de terrain sur lesquels se groupe la ville thermale, à ses pieds mugissait un torrent. Des marches de granit qui semblaient un tronçon d'escalier géant formaient de vertes terrasses. Une pente douce, gazonnée, ombragée d'arbres, embellie de vases étrusques, apportés là on ne sait comment, donnait un aspect singulier à cette auguste demeure.
Des 4 parties de la maison, on planait sur un panorama splendide, limité au nord par la ligne bleue de la Marmara, et de chaque côté, le panorama était différent. À l'est, on plongeait sur Brousse, ces maisons bariolées, inégales, les flèches des mosquées, les coupoles des hammams, c'était le mouvement, la vie. À l'ouest, au contraire, le paysage était sombre. Une forêt de cyprès abritait un cimetière abandonné, triste étalage de mausolées. On aurait dit que le jugement dernier ayant passé par là, les morts étaient partis, ne laissant que sépulcres. Au nord, en face, un tableau magnifique. La prairie, émaillée de fleurs, semblait s'étendre sans limite. Elle descendait dans la direction de la mer, ondulait en contours gracieux pour se perdre dans les notes éteintes qui bornent l'horizon. Au midi, une nature abrupte. L'escalier de granit avait pour vis-à-vis des rochers gris, marbrés de bleu, autres escaliers taillés dans le roc par la main habile du temps. Ces escarpements aux larges échancrures, luisant parfois comme du métal ou brodés d'une aride végétation, montaient vers le faîte du vieil Olympe. De gros nuages rasaient souvent les rochers comme un voile étendu. Mais quand le ciel était pur, l'Olympe, dans toute la clarté de son antique beauté, montrait sa couronne de neige dont les fleurons se perdaient dans l'azur. Abdul-Medjid avait choisi ses appartements au midi. Il était sûr de n'avoir pour témoin que la nature vierge et indomptée. Il pouvait ouvrir librement ses fenêtres. On ne l'épiait pas comme à Stamboul. Et les oiseaux, les aigles, les vautours venaient seuls se poser. Sa Majesté ne sortait guère hors de son konak que pour aller au bain et à la mosquée. Ce fut un vendredi, lorsqu'il revenait de faire sa prière, que la Hammamji Bashi, directrice du bain, de Brousse, eut la hardiesse de remettre un pli cacheté au sultan. Fatma Kadine était une vieille femme. Elle attendait sur la route le passage de son souverain, et personne ne songeait à l'éloigner, les vieillards ayant en Orient droit à tous les respects. Aussi, quand elle tendit vers lui son message, Abdul-Medjid, campé fièrement sur son cheval, harnaché de glands de soie lilas et or, se pencha avec empressement vers la vieille, en lui disant « Dieu t'aide ». Soit caprice, soit indifférence, le sultan garda la supplique et ne la remit pas à un des officiers qui chevauchaient à ses côtés, porteur de gros portefeuilles qu'on pouvait appeler sans malice des sacs à oubli. L'escorte officielle regarda cette action du souverain comme une marque de bon cœur à l'égard de la vieille, comme une excellente politique à l'égard du fanatisme, la Hammamji Bashi ayant à Brousse le prestige d'une reine. Abdul-Medjid lut le soir le message de Fatma Kadine. Il savait que la vieille femme, richissime, ne devait point lui demander un secours, mais pouvait, par son influence, lui apprendre quelques nouvelles. La lettre était ainsi conçue. Le hammam de Brousse, où la civilisation n'a pas encore porté sa main meurtrière, possède un corridor secret duquel on peut voir dans l'étuve. Une petite lucarne invisible sert à connaître les femmes que l'on doit épouser. Si le sultan désire admirer nos baigneuses, il n'a qu'à frapper. Toutefois qu'il se souvienne de mes paroles. Une femme nue n'est encore qu'à demi dévoilée. Fatma. Après avoir terminé cette lecture, le sultan resta rêveur. Voir les femmes des autres, ce que même à lui, le souverain, il lui était impossible de prétendre, n'était-ce pas tentant? Décidément, Fatma connaissait les faiblesses humaines. Le lendemain,
Le sultan fit appeler Faïd Bey par un de ses agas. Le poète rêvait en se promenant dans le jardin et se rendit aussitôt à l'appel de son maître. « Nous sortons, fit le sultan. Faïd s'inclina. « Faut-il faire sceller ?» demanda Faga, qui était resté à 10 pas de sa majesté. « Inutile, nous allons à pied. » Et prenant familièrement le bras du jeune poète, Abdul-Medjid sortit avec lui, descendant le chemin qui conduisait à Brousse. « Puisque mon pauvre Djellal Bey est en train de se faire derviche, disait le sultan tout en marchant, tu vas le remplacer dans mes expéditions secrètes. De ce pas, cher Faïd, nous nous rendons au hammam. Mais c'est l'heure des femmes. Qu'importe. Faïd Bey, qui s'attendait bien peu au résultat de leur promenade et avait la bonne habitude de ne jamais interroger, accompagnait le sultan dans les rues tortueuses de Brousse, solitaires pour la plupart. Personne n'eût osé reconnaître l'auguste promeneur, le sultan ayant défendu qu'on le saluât quand il était à Brousse, excepté le vendredi. Si un passant le reconnaissait, il s'arrêtait, s'appuyait respectueusement au battant d'une porte, le col baissé, regardait le bout de ses pieds, pendant que le souverain marchait la tête haute et passait fièrement sans prendre garde à lui. En Orient, feindre de ne pas voir est une marque de respect qu'on n'accorde généralement qu'aux femmes. Le sultan désirait la même prérogative. Le grand hammam, surmonté de coupoles comme une petite mosquée, avait 3 entrées. Une grande porte à double portière de cuir pour les femmes, une autre, plus petite, destinée aux gens de service, la 3e, du côté opposé de l'entrée principale, conduisait chez la directrice du bain. Ce fut là qu'Abdul-Medjid frappa. Faïd Bey, jeune, suivait son maître, avec curiosité. Lui qui connaissait ou croyait connaître le caractère du sultan, s'étonnait de l'aisance avec laquelle il se rendait chez une humble femme, laide, vieille. Sa majesté n'était ni débonnaire ni démocrate. Quel motif pouvait la faire rompre avec ses préjugés? Pendant que le courtisan se faisait en lui-même ses réflexions, la porte de la hammamji s'ouvrit, comme par enchantement, tirée par une corde de l'étage supérieur, ainsi qu'il arrive dans les modestes harems qui n'ont point de nuque, ni de petites esclaves pour répondre aux visiteurs. « Qui est là ?» cria une voix de femme. Abdul-Medjid s'effaça derrière Faïd et fit signe à celui-ci de répondre. « Nous voulons parler à la hammamji. Elle est au hammam. Faites-la venir. C'est une affaire importante ? Une affaire dont elle sera satisfaite, continua Faïd, auquel le sultan soufflait ses réponses. La voix se tut, on entendit des bruits de pas, l'esclave allait sans doute chercher sa maîtresse. Au bout de quelques instants, pendant lesquels Abdul-Medjid alluma une cigarette, le plancher cria de nouveau sous des pieds nus. On dit aux visiteurs « Montez ». Le sultan monta, après avoir fait auparavant signe à Faïd de l'attendre. Le poète, qui comprenait de moins en moins, se promena de long en large, non sans réciter pour passer le temps quelques fragments des poésies d'Hafiz en persan, sur la fragilité des vertus humaines, si longue à acquérir, si facile à perdre. Faïd Bey n'arriva pas à la fin du poème. Une esclave, vêtue d'une otarée de basma rose, les pieds nus, vint le prier de la suivre. On comprend que le poète ne se fit pas répéter l'invitation, moitié par curiosité, moitié par ennui. Il désirait connaître le but de cette mystérieuse visite. L'esclave fit traverser à Faïd quelques pièces, puis descendre un petit escalier, aboutissant à une porte. La porte entrebâillée donnait accès dans un corridor obscur. Faïd dut tâtonner pour suivre la jeune fille qui marchait devant lui. Arrivé à une seconde porte, l'esclave frappa. « Allez »
dit-elle à Faïd, qui tombait d'étonnement en étonnement. L'Effendi vous attend. L'esclave s'enfuit, laissant le poète vis-à-vis d'une porte close. Si sa majesté veut se divertir à me faire peur, se dit le poète, en vérité, c'est un vilain jeu, et surtout un vilain endroit. Au milieu du silence, et de l'autre côté du mur, Faïd entendait des cris sourds, des bruits, un tapage, des rires et des pleurs, des chansons, des rumeurs, dont la nature lui semblait inexplicable. Le premier mouvement de dépit qui l'avait assailli en se trouvant seul dans l'obscurité s'éteignit pour faire place à une pensée plus inquiète. Qu'était devenu le sultan? Ne courait-il pas quelque danger? D'où venaient ces exclamations? Le jeune homme voulut s'en rendre compte. Poussant vivement la porte qui céda sous son effort, il se précipita dans un étroit passage plus noir que le premier. Tout à coup, il heurta un corps penché en travers. « Est-ce vous, sire ?» demanda Faïd. « Mais oui, c'est moi, tais-toi. »« Ah, je respire, » fit le poète. « Votre majesté est là. » En s'appuyant le dos au mur, Faïd, déjà un peu habitué à l'obscurité, put distinguer le sultan, penché vers une petite lucarne. Faïd Bey comprit d'où venait le bruit et pourquoi sa majesté restait courbée sur le petit orifice, quand celle-ci lui dit à un moment de prendre sa place. De l'obscurité, Faïd se trouva plongé dans une douce clarté. Il vit cependant des murs de marbre blanc, en forme de voûte, un plafond de coupole, des fontaines. Son regard étonné plongeait dans le hammam de brousse. « Comprends-tu maintenant, fit le sultan, pourquoi je suis venu ici ? Oui, voilà une faveur inexplicable. Quel dommage qu'il n'y ait pas de lucarne. Je dois céder ma place à votre majesté. Cependant, 2 yeux et 2 minutes sont insuffisants pour de si belles choses. N'aie pas peur, tu auras ton tour, mais laisse-moi regarder encore. C'est la première fois de ma vie que je me surprends à être curieux. » Faïd s'effaça pour laisser le sultan reprendre son poste. Chapitre 6. Le hammam de brousse, bâti par l'ordre d'une sultane, est l'un des plus beaux bains de l'Anatolie.